Alors on peut y aller. Notre dernier invité de la journée, et pas le moindre, Pierre Assouline, donc, qu'on ne présente plus, mais pour lequel je vais quand même dire quelques mots, qui est né à Casablanca, qui fait ses études à Paris, qui est romancier, biographe, journaliste. Il est notamment l'auteur de livres consacrés à des personnages tels que Marcel Dassault, Gaston Gallimard, Georges Simenon, Cartier-Bresson, ou à des lieux, l'hôtel du Tessia, pendant l'occupation, le château de Sigmaringen à la fin des guerres. S'intéresser à beaucoup de destins juifs, comme celui de la famille Camondo, celui des juifs originaires d'Espagne, dans Retour à cet arabe, qu'il était venu présenter donc à Montpellier il y a 4 ans pour l'inauguration de notre salon du livre des mondes juifs. Et j'ai déjà eu l'occasion de dire hier, je le redis, combien son soutien avait été important pour l'existence même du salon. Ce livre, Retour à cet arabe, retraçait les péripéties nombreuses de sa quête pour obtenir la nationalité espagnole. Et à l'époque, cette nationalité était promise à tous les descendants des Juifs chassés par l'Inquisition. Et à l'époque, le livre s'achevait dans l'enchevêtrement des méandres de l'administration espagnole et on était encore dans plein suspense. Eh bien, rassurez-vous, entre-temps, l'actualité nous a annoncé que Pierre Assouline avait obtenu son passeport rouge sang, le passeport espagnol. Tu nous en diras quelques mots peut-être. C'est un passeport européen. Européen, il était rouge quand même. Rouge. Ah, le passeport espagnol est rouge. Oui, enfin, il est Bordeaux, quoi. Ah, oui. Parce que le rouge sang, c'est le drapeau. C'est le drapeau espagnol. On ajoute simplement qu'il a créé, qu'il anime un blog littéraire qui s'appelle La République des livres, qu'il enseigne à Sciences Po Paris, qu'il est membre de l'Académie Goncourt. Est-ce que je peux dire qu'il est pressenti peut-être pour d'autres fonctions? Non. Non. Non, c'est vrai. C'est pas vrai. Hein. Je pense qu'elle était pressenti. Non, mais ça, c'est des rumeurs médiatiques, mais il n'y a pas de. D'accord. Bon. Il publie donc cette année Le Nageur. Le Nageur, c'est Alfred Nakache, dont une piscine à Montpellier porte le nom. C'est dire si nous sommes sensibles ici à son histoire. Ce nageur est né à Constantine. Sa vie est un roman, pas toujours rose. Et je lis ici une critique littéraire, donc ouvrez les guillemets, avec la rigueur d'un biographe, la curiosité du journaliste, la créativité, le style d'un écrivain accompli, des mots justes, Pierre Assouline rend un vibrant hommage à ce sportif de haut niveau, Alfred Nakache. Donc la première question, c'est comment on s'intéresse à un personnage comme Alfred Nakache? D'où ça vient? C'est toujours la question qu'on pose aux écrivains. Et en fait, s'ils pouvaient vraiment répondre, ils n'écriraient plus. À force d'écrire des livres, j'ai quand même essayé de savoir comment ça naît, comment ça vient. Et en tout cas, s'agissant de moi. Et pour moi, pour ce livre-là, comme pour les autres, c'est un phénomène qui n'a pas changé, à savoir, c'est la rencontre entre quelque chose de très ancien et quelque chose de récent. Ce qui est très ancien, c'est ma passion du sport. Question sport, je suis croyant et pratiquant. Et donc, j'ai toujours fait du sport depuis l'âge de 14 ans, jusqu'à aujourd'hui. Et je m'intéresse beaucoup à l'histoire du sport. Parce que c'est pas obligatoire, on peut très bien le pratiquer. Et puis, donc moi, l'histoire m'intéresse beaucoup. J'ai pratiqué un certain nombre de sports et je nage beaucoup. Donc, c'est aussi un point de vue de nageur sur un nageur et sur la natation. Et puis, quand on est venu vivre en France, métropolitaine, à Paris, donc vers 12-13 ans, mon grand-père, qui était un fou de sport, m'a amené dans les grandes compétitions de boxe au Palais des Sports. Lui-même, à Oran, quand il était plus jeune, avait été champion de tir, après la guerre de 14.
Et il avait, c'était pas son métier, mais il avait ouvert par passion du sport une salle qui s'appelait, un club qui s'appelait Escrime et Sport. Ce qui fait que mon père n'avait pas le choix, il est devenu champion de sabre et mon oncle de fleuret. Il y a que moi qui ai échappé à l'escrime, mais j'ai fait d'autres choses. Voilà, donc ça, c'est ce qui est ancien. Et mes héros de jeunesse, c'était Marcel Cerdan, quand on habite Casablanca, on ne peut pas y échapper. Marcel Cerdan, c'était Young Pérez, boxeur champion du monde des poids coqs juif tunisien, et puis Alfred Nakache. Il y en a eu d'autres, mais ça c'était des héros locaux et nationaux. Ça, c'est ce qui est ancien. Ce qui est récent, ça va vous paraître bizarre, parce que vous allez dire ça n'a rien à voir, c'est le Covid. Le Covid, je trouve, m'a fait prendre conscience, et je pense que je ne suis pas le seul, de la proximité de la mort. J'ai, comme nous tous, eu des amis ou des proches, soit qui sont morts du Covid, soit qui ont souffert gravement du Covid au point d'être hospitalisés. Et ça a changé le rapport à la mort. Soudain, la mort est devenue très proche. Ça pouvait toucher n'importe qui près de nous. Et ceux qui s'en sont sortis, qui ont raconté quelque chose de l'ordre de la résilience, puisqu'ils sont revenus à la vie et dans la vie, ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ça m'a rapproché d'Alfred Nakache et ça m'a rapproché de son retour à la vie. Le télescopage de tout ça a fait qu'un jour, j'ai décidé d'écrire ce livre. Bien. Vous nous racontez donc le parcours de Alfred Nakache depuis ses débuts à Constantine jusqu'à sa retraite à Sète. On va peut-être passer quelques moments sur son parcours de nageur, qui n'est pas toujours un long fleuve tranquille, avec quelques inimitiés qui ne seront pas sans conséquences. Si vous voulez nous en dire quelques mots. Oui, donc Nakache est né à Constantine, en Algérie française, et dans une famille, ils étaient 12 enfants, donc il a un frère et deux sœurs, ça fait 11, et une famille qui reposait sur deux piliers. D'une part, la tradition juive, c'était des gens pratiquants, religieux, mais sans excès, mais fermement attachés à la tradition. Et d'autre part, un attachement comme seuls peuvent l'avoir les Juifs d'Algérie à la République française, ce qui les distingue des Juifs du Maroc et des Juifs de Tunisie. Cet attachement viscéral à la République qui les a fait français par le décret Crémieux de 1871, c'est quelque chose de viscéral. Et donc, c'est les deux piliers entre lesquels il a été élevé et qu'il a toujours respecté. Il avait peur de l'eau, et puis un jour il voit deux militaires qui sont de très bons nageurs dans la fameuse piscine de Constantine, qui s'appelle la piscine Cid, et qui est très ancienne et très fameuse. Et finalement, il y va. Et là, tout de suite, il est remarqué par des présidents du club parce qu'il est très puissant, déjà pour son âge. Il a un style un peu foutraque, j'appelle ça le style foutraque, mais c'est compensé par une énergie, une puissance et une volonté exceptionnelle. Et donc, très tôt, alors, sa première compétition à 16 ans, il croit qu'il a gagné, mais il n'a pas gagné. Il arrive le premier. Et on lui dit, non, tu n'as pas gagné. Il dit, si, je suis arrivé le premier, j'ai gagné. Et on dit, oui, mais le problème, c'est que tu as commencé dans ta ligne, tu as fini dans celle d'à côté. Et emporté par sa fougue, comme ça, il n'arrivait pas à se discipliner. Donc, ils l'ont un peu discipliné, ils l'ont appris un certain nombre de choses sur la natation pour que son style soit quand même à peu près correct. Et il a gagné très vite le championnat d'Algérie. On l'a envoyé à Paris pour passer son bac au lycée Janson de Sailly, où il était boursier. Et puis, tout de suite, le Racing Club de France, qui était l'un des grands clubs, l'a recruté. Voilà. Et très vite, il est devenu champion de France. Je dis ça parce que ça paraît naturel, mais il est devenu champion de France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a brillé dans toutes les nages, mais très tôt, il a fait sien le papillon. Il faut vous dire qu'on connaît tous la brasse papillon.
la brasse et le papillon. Bon. Il faut savoir que jusqu'aux années 60, en compétition, c'était la brasse papillon. On nageait comme on voulait, soit comme ça, soit comme ça. Et dans les années 60, le Comité international olympique a dit c'est injuste. Parce qu'il y a quand même une forme de nage qui est beaucoup plus puissante que l'autre. Il ne faut pas mettre en compétition des gens qui nagent aussi différemment. Et donc ils ont décidé qu'il y aurait deux disciplines, la brasse d'une part, le papillon de l'autre. Quand Nakache arrive dans les années 30 en France, il se prend de passion pour cette nouvelle nage qui a été inventée par un Allemand et perfectionnée par un Ukrainien. Mais en France, on ne la connaît pas. Et lui, il a vu ça une fois, il a dit c'est pour moi. Et on lui a dit c'est pour toi. Parce que c'est quand même un homme très très athlétique. Pas trop grand comme certains nageurs qui mesurent 2 mètres, comme vous quoi. Mais plus petit que vous quand même, 1m85 disons, mais surtout extrêmement athlétique et puissant. Et donc il devient champion de France régulièrement, champion d'Europe, il a même des records du monde, et il est sélectionné en 1936 aux Jeux Olympiques de Berlin. C'est toute une histoire parce qu'il y a eu toute l'affaire du boycott de ces Jeux que je raconte longuement, parce que d'autant plus que l'affaire du boycott des Jeux de Berlin a des résonances aujourd'hui par rapport aux Jeux de Paris, puisqu'on se demande s'il faut accepter les Russes, même sous pavillon apatride, enfin pavillon olympique, même avec la ligne nationale olympique, avec l'étiquette d'apatride, faut-il les accepter, Russes et Biélorusses, en sachant qu'en escrime, les Ukrainiens et les Ukrainiennes ne serreront pas la main des athlètes russes et que ça peut se reproduire dans d'autres disciplines. On sait également déjà que, ça s'est déjà produit ça, que des judokas iraniens ne serreront pas la main des judokas israéliens, puisque le vice-champion du monde est israélien en poids lourd, juste après Teddy Riner, et c'est déjà arrivé. Et on pense qu'il y a des pays arabes qui ne voudront pas non plus serrer la main. Donc, peut-être cette affaire de boycott va s'amplifier. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté déjà, j'ai fait un chapitre là-dessus dans ce livre. Et votre question? Vous avez parlé d'inimitié. Oui, effectivement, il y a une inimitié dès le départ. C'est-à-dire que dès qu'il arrive en France et qu'il bat le record de France, il le bat aux dépens de celui qui était champion de France, de brasse, papillon. Il s'appelait Jacques Cartonnet, et qui est l'exact négatif de tout ce que Alfred Nakache a de positif. Physiquement, ils sont totalement opposés. Cartonnet, c'est un bel arien, 2 mètres, magnifique, blond, les yeux bleus, la peau blanche, le contraire de Nakache. Il est arrogant, il méprise ses copains de l'équipe de France de natation. Il vient aux entraînements quand il veut. Parfois même, il ne vient même pas dans des championnats dans lesquels il est finaliste, sans prévenir. Il mène une vie de débauche. C'est l'exact contraire. Et en plus, à partir de 1938, il se met à militer pour le PPF de Jacques Doriot, donc il devient d'un mouvement fasciste, tout pour plaire. Et donc, voilà, dès le départ, ça va jouer. Là, je parle donc des années 30. On arrive à la période 39 qu'il passe son professorat d'éducation physique. Ah oui, il est anthologique, je voulais le dire. Pardon. Il va être professeur d'éducation physique, et donc arrive la période de la guerre, et c'est Michael Yankou qui va vous interroger sur ce passage de sa vie. Pierre Assouline, c'était un plaisir de vous questionner à nouveau, quelques années après le retour à De se retrouver, oui. Absolument. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire votre ouvrage, d'une part parce que j'ai beaucoup travaillé sur la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, avec la période vichiste dans le département de l'Hérault et au terme de la lecture de votre ouvrage, on va se frapper par le travail de recherche mis en œuvre avec une rigueur exemplaire au croisement du sport et de l'histoire, depuis le lieu natal du champion, Constantine, M. Abdi le rappelait, avec sa vie juive autant faste, autant sombre, le pogrom de 34, l'assassinat de Raymond Léris en 61, prélude au départ de la communauté, le régime de Vichy en Algérie, ses dérives, ses exclusions, ses spoliations. Alors, M. Abdi vous a questionné pourquoi avoir choisi effectivement ce sujet, ce destin hors du commun. Et une deuxième question
dans le prolongement de cette première, est-ce que cette étude de cas, donc le destin individuel de cet athlète au parcours, qui est intensément, on le comprend aisément, lié à l'histoire, objet d'étude intéressant, a eu l'attrait suivant, pouvoir s'autoriser finalement à traverser le XXe siècle avec ses temps funestes et sur une période, sur un terrain qui vous est familier, de l'occupation. Vous vous demandez pourquoi? Oui. Parce que, tu sais, on choisit plus ou moins quand on est écrivain. Encore une fois, c'est une rencontre, il y a des éléments qui arrivent. Je ne dis pas qu'on est désigné, il ne faut pas exagérer, on n'est pas touché par la grâce, mais il y a quelque chose qui se produit. Moi, quand je me suis lancé dans cette enquête, dans ce livre, honnêtement, je savais 2 ou 3 choses sur Nakache, ce que tout le monde sait, mais j'en savais pas davantage. Et c'est le cas pour chaque livre. Je suis poussé par une curiosité très forte. Ce qui m'a plu, au début, c'est pas qu'il soit champion. Des champions, il y en a plein. Il y a des athlètes de très haut niveau. C'est pas une question de palmarès. Parce qu'encore une fois, des nageurs qui ont un palmarès magnifique, ben, il y en a d'autres. Qu'est-ce qui fait? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui fait la différence. C'est-à-dire les qualités humaines. Les gens qui ont lu mon livre, très souvent, quand ils m'écrivent, ils ont la même conclusion. Ils me disent, finalement, son destin, s'il fallait le résumer d'un mot, c'est un mensch. Alors, un mensch, pour un séfarade, ça fait un peu bizarre, hein, mais, pour un juif d'Algérie, mais je pense que même en Algérie, on comprend ça. Un mensch, c'est un type bien. Nakache, c'est un type bien. Tous les témoignages que j'ai lus dans la presse de l'époque, parce qu'il y avait beaucoup d'articles sur lui en ce temps-là, ils disent tous la même chose. Ce gars est un type bien, il a de vraies qualités humaines, il met une ambiance incroyable dans l'équipe de France. Sa nage préférée, c'est le relais. Pourquoi? Parce qu'on est solidaire. Il est aussi capitaine de l'équipe de France de water-polo. Et le water-polo, c'est l'entraide permanente, c'est l'équipe, l'esprit d'équipe. Et tout ça, il brillait énormément. Ça m'a passionné. Évidemment, ce qui m'a aussi intéressé quand j'ai commencé à creuser, et mon choix était déjà fait, c'est que c'était quand même, c'est le seul athlète de haut niveau au monde, pas seulement en France, c'est le seul au monde qui a été sélectionné pour 2 Jeux Olympiques et entre les 2, sélectionné pour Auschwitz-Birkenwald. Il faut imaginer quand même, parce que des athlètes qui ont été déportés et qui avaient été aux Jeux de Berlin, il y en a d'autres. Et d'ailleurs, il en a croisé et rencontré au camp. Mais des athlètes qui, revenus de l'enfer, aient repris la vie et l'entraînement et tout le reste, et qui soient à nouveau sélectionnés, ça c'est exceptionnel. Et là, je me suis dit vraiment, enfin j'étais en train d'écrire, de travailler, et je me suis dit, c'est quand même quelqu'un de différent. Et comme il ne l'a jamais ramené, et comme par la suite j'ai découvert des tas de détails, ce sont les détails qui sont les plus intéressants, et qui m'ont permis de voir à quel point c'était un type bien. Voilà, je vous donne un détail. Et après, si vous voulez, je reviendrai à la guerre, parce que l'occupation, c'est quand même très particulier. C'est un détail qui me vient à l'esprit, et qui pour moi me nourrit. C'est sa nièce qui m'a raconté, une de ses nièces. On est quelques années avant sa mort. Et toute la famille Nakache va à Jérusalem pour une bar mitzvah de la famille. Et évidemment, pendant 3-4 jours, ils font la fête, ils sont tous ensemble. Et un jour, il disparaît. Il disparaît. Et ils sont un peu inquiets, mais pendant 24 heures, personne ne sait où il est. Et au bout de 24 heures, il réapparaît. Alors sa nièce lui dit, mais tonton, où est-ce que tu étais? Et il répond, j'étais à Bethléem. Alors là, c'est stupéfaction, ils commencent tous à s'inquiéter. Mais qu'est-ce que tu as été faire à Bethléem? J'étais voir un prêtre. Alors ça n'arrange rien, parce que ça augmente l'inquiétude. Et il dit, j'ai été voir un prêtre que j'ai connu au camp. Et je voulais le retrouver pour lui dire 2 choses. La première, que j'étais vivant. Et la deuxième, pour lui dire merci, parce que cet homme, au camp, m'a donné un morceau de pain. C'est un portrait solaire pour Laurent Lemire dans le journal du dimanche. Description implacable de l'enfer concentrationnaire.
répondre le mental, la volonté, la constitution athlétique d'Alfred Nakache. Tenir, se tenir, résister, cet axiome de Paul Celan, qui est resté à la postérité comme Paul Celan, mais qui s'appelait Paul Anchel, le définit, vous le mettez d'ailleurs en exergue dans votre livre. Alors, des hautes signes, effectivement, du succès international, aux affres du cauchemar concentrationnel, son destin l'a conduit des bassins olympiques au camp d'extermination. Alors, comment ce nageur exceptionnel, détenteur de nombreux records, victime de la politique zélée antisémite de l'État français de Vichy, parvient-il à résister, toute humiliation vue, à surmonter des épreuves indicibles ou à aller périr sa famille? Comment parvient-il, selon vous, à résister? Après la guerre, vous voulez dire au retour? Pendant la guerre. Alors, l'occupation. Ça aussi, ça m'a beaucoup intéressé. Parce que je fais partie de ceux qui, s'intéressant et écrivant sur l'occupation depuis longtemps, essaient de faire passer l'idée que c'était pas noir et blanc, c'était gris. La couleur dominante de l'occupation, c'est le gris. Il y avait une minorité de collabos, une minorité de résistants. La masse de la France était attentiste, et jusqu'en 1942, s'est posé que deux questions. Un, qu'est-ce qu'on va manger? Deux, quand est-ce que les prisonniers vont rentrer? À partir de fin 1942, il n'y avait qu'une seule zone, zone occupée, il n'y a plus de zone libre, et la répression est allée en s'accentuant. Et là, vraiment, après la rafle du Veldiv, les Français ont commencé à se demander vraiment, mais où partent ces Juifs qui sont pourchassés et qu'on ne revoit plus, y compris les enfants. Et là, la population a commencé vraiment à se solidariser. Et comme on le sait, c'est l'action de la population française qui a fait que les Juifs en France ont été moins déportés que dans d'autres pays. C'est pas, évidemment pas l'action du gouvernement de Vichy, contrairement à ce que certains voudraient faire croire, n'est-ce pas? Et c'est pas la législation antisémite qui les a protégés. La division en deux zones, bien sûr, pendant 2 ans, on a protégé un certain nombre. Et après, c'était fini. 76 000 Juifs déportés, mais 75% des Juifs de France ont eu la vie sauve. Ouais. Ce qui n'est pas du tout le cas des Pays-Bas qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors, Pas du tout. pour les Pays-Bas, peut-être mettre un bémol. C'est vrai que les Pays-Bas ont été un pays tolérant et accueillant au moment des expulsions des Juifs de la péninsule ibérique. Mais effectivement, pour le travail de mémoire et d'histoire de la Shoah, même si c'est le 2e pays en Europe pour les Jours parmi les nations, ils ne font pas montre d'un zèle important quant à l'entretien de ce... Je ne sais pas si c'est à la Maison d'Isieux que j'ai vu ça, ou alors peut-être aussi au mémorial de la Shoah. Je crois que c'est à la Maison d'Isieux, un grand tableau où il y a chaque pays avec le nombre de Juifs déportés et le nombre de Juifs qui ont été tués et le pourcentage par rapport à la population juive. Vous avez parmi le haut la Pologne, les Pays-Bas, etc. Et tout en bas, c'est la France. Bon, ça, c'est la population. Ce n'est pas, alors ça serait un long sujet, mais je ne vais pas l'aborder maintenant, mais moi il m'intéresse beaucoup parce qu'il n'y a presque rien dans la bibliographie là-dessus. Ce n'est pas la résistance et ce n'est pas la France libre. Je viens de terminer un documentaire pour la télévision sur De Gaulle et Churchill. Pour la France libre, c'est pratiquement le cadet de ses soucis. Et c'est avoué et revendiqué même par la suite en disant non, notre souci c'est la libération de la France. Les Juifs, et hélas, dans la mémoire de guerre du général de Gaulle, le génocide est quasiment absent. Mais c'était une parenthèse. Nakache, sous l'occupation, il était à Paris à l'été 40, démobilisé pour avoir fait la guerre, comme tout le monde, avec sa femme et leur fille, Annie, qui vient de naître. Sa femme est également prof de gym au lycée et également championne de natation et capitaine de l'équipe de France de natation au water polo. Les deux les mêmes. Et là, ils ne savent pas quoi faire. Parce qu'à l'été 40, ils sont quand même immobilisés. Alban Maville, qui est le grand entraîneur de natation et qui est celui de Nakache, lui téléphone. Il lui dit « Alfred, tu ne vas pas rester à Paris. Première chose, tu n'as plus le droit d'enseigner en tant que juif. Il est démis par le statut des juifs de son poste de professeur d'éducation physique au lycée Janson de Samy. Deuxièmement, tu n'es même plus français.
Le décret Crémieux a été supprimé. Et donc il est dénaturalisé. Il se retrouve apatride, ce qui n'est pas très confortable. Et troisièmement, tu n'as plus le droit de nager en zone occupée, puisque les piscines sont interdites aux Juifs. Comme disait Je suis partout, il est hors de question que les Juifs souillent l'eau française. Donc, avec ces trois choses, qu'est-ce que tu vas faire? Viens à Toulouse. À Toulouse, d'abord, l'air est agréable, la météo est très sympathique. Deuxièmement, le plus grand club de France, les Dauphins du TOEC, rêvent de te voir les rejoindre. Troisièmement, l'entraîneur des Dauphins du TOEC, c'est moi, donc ça tombe bien. Et quatrièmement, la frontière espagnole n'est pas loin. Donc, en cas de problème, c'est là qu'il faut être. Et donc, les Nakash passent clandestinement la ligne de démarcation et s'installent à Toulouse. Et à partir de là, de 40 à 43, chose exceptionnelle, Nakash est protégé par trois personnes, mais pas n'importe lesquelles. Le premier qui me protège et qui permet, parce qu'on se demande comment il a pu nager pendant 3 ans et gagner, même devenir champion du monde, battre un record du monde dans la piscine du cercle des nageurs de Marseille. Comment est-ce qu'il a pu faire, plus tous les autres trucs? Le premier qui me protège, c'est quand même pas n'importe qui, c'est quand même un sacré paradoxe, c'est le ministre des Sports de Vichy. Le ministre des Sports du gouvernement de Vichy, c'est Jean Borotra, légende du tennis français, l'homme des Coupes Davis, un des mousquetaires. Jean Borotra, qui est connu pour deux choses à part le tennis. Il est connu pour être un fidèle absolu du maréchal Pétain, et quand il le dit, il dit « Moi, je ne suis pas un fidèle du chef du gouvernement de Vichy, chef de l'État, je suis le fidèle du vainqueur de Verdun. » Et toute sa vie, jusqu'à sa mort, il dira ça. Et il restera fidèle. Donc il est connu pour ça, et il est connu pour des sentiments germanophobes. Il a la haine de l'Allemagne et des Allemands depuis la guerre de 14. Tout ça, ce sont des paradoxes. C'est ce que j'appelle, moi, la zone grise, au sens très large du terme. Cet homme dit il faut que les plus grands sportifs français représentent la France d'aujourd'hui, pour montrer aux jeunes à quel point le sport, c'est important. Et parmi ces sportifs, Alfred Nakache est un des plus grands. Et donc, il enrôle tout cela pour faire une tournée de propagande sportive à travers la France et les colonies. Il faut oser. Le paradoxe des paradoxes, c'est quand j'ai découvert, parce que j'ai beaucoup utilisé la presse de l'époque, dans un journal, je vois, en 42, je crois, Toulouse, grande compétition sportive, France-Allemagne, et puis d'autres nations, enfin France-Allemagne surtout. Le maréchal Pétain va y assister, vainqueur, Alfred Nakache. Et on voit la photo du maréchal Pétain qui remet à Nakache, j'ai la photo, la médaille, travail, famille, patrie, la médaille du maréchal à Alfred Nakache, bravo. Et le journaliste qui a assisté, qui était à côté dans la tribune officielle, dit, quand il lui a remis, le maréchal a glissé à Alfred Nakache, on les a bien eus. Hein. Là, vous vous dites quand même, c'est quand même presque surréel. C'est surréel. Bon, ça c'est le premier, c'est Jean Borotra. Mais en 1942, il y a un nouveau gouvernement et il est viré, et il est déporté dans un château en Allemagne, enfin déporté par les Allemands qui ont eu sa peau. Le deuxième à le protéger, c'est Monseigneur Théas, évêque de Toulouse, et qui fait une lettre pastorale extraordinaire de courage, dans laquelle il dit « Il faut protéger nos amis juifs, ce sont nos frères, c'est scandaleux que des familles entières soient déportées, il faut donc les aider. » Quand les préfets disent à Vichy « Cette lettre pastorale est dangereuse », Laval l'a fait interdire, et malgré ça, elle est distribuée dans tout le diocèse, dans toutes les paroisses de Monseigneur Théas, et Monseigneur Saint-Liège à Montauban va en faire autant. Ça fait boule de neige. Mais, évidemment, Théas, après cette lettre pastorale, ne peut plus protéger Nakache. Et le troisième homme, c'est le président de la Fédération française de natation, Drigny, qui est l'homme fort de la natation française, mais qui à un moment ne peut plus. Parce qu'à l'été 43, c'est là que tout va s'écrouler.
les championnats de France de natation ont lieu à Paris. Et Nakache dit, je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas le droit en tant que juif de traverser la zone de... Il n'y a plus de zone de démarcation, mais de voyager en dehors de Toulouse. Et à ce moment-là, les nageurs disent, enfin les fédérations, dans ce cas-là, délocalisons le championnat à Toulouse. Puisque notre grand champion est là, on l'a déjà fait une fois ou deux à Lyon et ailleurs, c'est pas inepte. La Gestapo s'y oppose formellement. À ce moment-là, chose extraordinaire, les nageurs de Toulouse se solidarisent avec Nakache et disent dans ce cas-là, si lui ne peut pas y aller, ben nous non plus. Et le championnat a lieu à Paris avec, sans champion, sans la plupart des champions. Il y en a quelques-uns, mais pas les meilleurs. Et ça donne un coup parce que ça, là, l'ambassade d'Allemagne et la Gestapo sont furax et ils le font savoir. Là, Nakache se dit, il est temps. Il est temps de partir, de quitter parce qu'il est plus protégé. Mais ils vont donc s'inscrire dans un groupe de passeurs pour passer la nuit en Espagne avec 25 personnes qui voulaient aussi quitter la France clandestinement. Mais comme la petite pleurait et qu'il y avait des patrouilles de la milice et de la Gestapo, Nakache a dit, pas question qu'on mette en danger tous les autres. Nous, vous continuez, nous on va rentrer, on réessayera une autre fois. Ils n'ont pas eu le temps de réessayer, ils ont été arrêtés peu après. Et prison Saint-Michel, de la prison Saint-Michel à Drancy, de Drancy à Auschwitz. C'est effectivement la période grise de Vichy. Vous parliez de l'administration française, il y avait aussi des représentants vichistes qui ont tendu la main à des juifs oppressés, ostracisés par les nazis. C'est le cas par exemple c'est le cas notamment de la préfecture effectivement de l'Hérault. Et il y a une solidarité sportive qui a joué. Vous parliez des gens d'église, Monseigneur Théas, Monseigneur Saliège, et à Montpellier on pourrait citer effectivement d'autres prélats qui ont tendu la main aux frères aînés pour peut-être l'amorce d'une fraternité retrouvée. J'aimerais peut-être que vous reveniez sur son arrestation en 1943. Nakache, qui était accusé par la presse collaborationniste, une presse aux ordres, de souiller l'eau française, vous l'avez rappelé, a entraîné secrètement des jeunes résistants en zone libre à Toulouse et a été arrêté par la Geheimstaatspolizei en 1943. En fait, il était dans deux mouvements de résistance. Quand il est arrivé à Toulouse, la première chose, c'est que l'un de ses très bons copains de l'équipe de France de natation, qui s'appelait Fouché-Créteau, lui a dit, tu sais, mon frère, vous devez te connaître, mon frère vient de monter un petit réseau de résistance. Il ne faut pas oublier, Toulouse, c'est la capitale de la résistance pour le Sud. Et donc ils se rencontrent, et le type lui dit, ouais, c'est un petit réseau, on n'est pas très nombreux, mais nous, notre but, c'est de faire de la propagande anti-allemande, c'est-à-dire d'informer les Français du danger. Ça, c'est fin 40, il faut imaginer. Fin 40, on ne sait rien. Et donc, il accepte et il participe à sa façon à ce réseau. Et puis un autre soir, il est dans un gymnase, on l'a passé un gymnase pour entraîner, faire des entraînements de gymnastique. Un soir, débarquent 3 types qui lui disent, voilà, on voudrait vous parler. Bon, alors il s'assoit, et chacun se présente, et puis le principal dit, voilà, celui qui parle pour le 3, il dit, voilà, je m'appelle Robert Ferral, et puis, voilà, j'aimerais savoir ce qu'on peut vous confier, un entraînement. Il tourne autour du pot. Et Nakache l'interrompt, il lui dit, mais arrêtez, vous vous fichez de moi ou quoi? Vous vous appelez Abraham Polonsky. Vous vous appelez pas Robert Ferral. Abraham Polonsky, vous êtes ingénieur. Et vous vous appelez comme ça, et vous vous appelez comme ça. Alors vos faux noms, ça trompe personne. Vous êtes juif. Ben, ça me suffit. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, donc ils se déballent et ils disent, voilà, on a monté un groupe, le premier groupe de résistance juive à Toulouse. On a recruté plein de jeunes juifs qui ont 18 ans, mais qui ne savent pas tenir un fusil et qui n'ont pas la constitution physique. Est-ce que vous pouvez les entraîner la nuit? Parce qu'on va les envoyer au maquis, le premier maquis juif de la résistance, mais tels qu'ils sont aujourd'hui, ils ne peuvent pas. Et il dit bien sûr.
il donne sa confiance tout de suite. Et ça va durer clandestinement à son activité de nageur. Quand la Gestapo va venir l'arrêter, évidemment, ils vont lui dire il est dénoncé, il n'est pas dénoncé comme juif, parce que tout le monde sait qu'il est juif, tous les Toulousains savent où il habite, c'est pas son adresse qui est dénoncée. Il l'arrête pour propagande anti-allemande. Et celui qui l'a dénoncé, c'est son principal concurrent dans les bassins, Jacques Cartonnet, qui lui est passé du BPF à la milice. Il a même un poste dans la milice de la Haute-Garonne, la fédération de la Haute-Garonne de la milice, et il vient même à la piscine en uniforme de milicien avec son pistolet à la ceinture. Voilà. Donc. Et puis il va à Auschwitz. Pardon, oui. Dire quelques mots quand même sur la période qu'il a passée à Auschwitz. Alors, avant Auschwitz, je veux dire une chose. La plupart des récits sur la déportation font l'économie du récit du voyage de Drancy à Auschwitz. On n'en parle presque pas, vous avez remarqué. À mon avis, pour une raison, c'est que ce qui attend les gens là-bas est tellement atroce qu'on se dit, bon, c'est pas la peine, autant aller directement au but. Et moi, j'ai toujours regretté ça. Bon, et je me suis dit là, je vais raconter le trajet exact de Drancy à Auschwitz. Sauf que ce trajet, je ne voulais pas que ça soit le trajet de quelqu'un d'autre, de n'importe quel déporté, étant donné que dans mes livres, comme Lutetia ou Sigmund, tout est vrai, tout est exact. Chaque ville est nommée, surtout chaque nom est réel. Tous les noms sont réels. Ça, j'y tiens. Parce que j'ai bien vu pour Lutetia, des tas de gens m'ont remercié en me disant la seule trace qui reste de mon père, c'est son nom de votre livre. Donc ça, je fais exprès. Et j'ai commencé à chercher. D'abord, j'ai trouvé, évidemment, grâce au mémorial, aux archives du mémorial et à Serge Klarsfeld, etc., son travail, j'ai trouvé quand il avait été déporté. C'est ça la première. Donc le convoi numéro 66 du début janvier 1944. Oui, 44. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Mais comment faire pour faire l'histoire du convoi 66, retrouver des survivants, c'est très difficile. Et à force, j'ai trouvé un article, au bout de quelques mois, signé d'une jeune doctorante en histoire de l'Université de Bordeaux, Nina Vinograd. Et donc l'article était très renseigné, quelques pages. Je l'ai retrouvé, après quelques mois de recherche, à l'Université de Bordeaux où elle enseignait. Et je lui ai dit, mais vous avez consacré autre chose? Elle m'a dit, oui, c'est ma thèse. Je lui ai dit, vous avez fait toute une thèse sur le convoi numéro 66? Elle m'a dit, oui. Je lui ai dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous a pris? Elle m'a dit, c'est dans ce convoi que ma grand-mère a été déportée. Et effectivement. Elle m'a dit, ben, je vous l'envoie. Pour moi, ça a été extraordinaire parce qu'il y a tout dedans. Et il y a notamment deux choses. Les conditions exactes, qui a fait que je me suis dit, très sincèrement, tel que je suis aujourd'hui, est-ce que j'aurais tenu 3 jours et 2 nuits debout, par moins 20 degrés, serré, avec au milieu un grand bac où chacun fait ses besoins sans se cacher, avec une odeur épouvantable, des bébés qui crient, des gens qui meurent debout, mais qui ne tombent pas, parce que tout le monde est tellement serré debout que les cadavres restent debout. Est-ce que j'aurais tenu, moi qui dans le métro, au bout de 45 minutes debout, je ne tiens pas, je cherche à m'asseoir, est-ce que j'aurais tenu comme ça? Je ne sais pas, franchement je ne sais pas. Mais j'ai voulu mettre les noms. Il y a 1200 personnes, je n'allais pas mettre 1200 noms. Donc j'en ai pris une quinzaine, mais pas au hasard. J'ai pris une majorité d'Ashkénazes, parce que la majorité des déportés étaient Ashkénazes. J'ai pris une minorité de non-séfarades pour rappeler, pour apprendre aux lecteurs que, contrairement à une idée répandue, les séfarades aussi ont souffert de la Shoah. Il suffit d'aller au mur des noms. Si vous avez la paresse d'aller dans les A, vous verrez mon nom, mais je ne sais pas ma famille. Vous allez dans les B comme Ben, et vous verrez qu'il y en a beaucoup. Donc peu importe.
j'ai voulu qu'il y ait des séparades, j'ai voulu qu'il y ait la famille Torres, comme le grand avocat Henri Torres, parce que c'est 9 personnes d'une famille qui ont tous été déportés de l'âge de 6 mois à l'âge de 85 ans. Et donc c'est bien la volonté d'extermination qui est là. Et enfin, j'ai tenu à mettre le nom de 3 frères, les frères Bande, le père et les 2 oncles d'Elisabeth Borne. Donc les humiliations à Auschwitz, on en dit quelques mots peut-être, et la manière dont tu as pu résister. Moi, ce qui m'a le plus surpris quand j'ai fait des recherches aux archives, au mémorial notamment, c'est l'existence du sport à Auschwitz, que j'ignorais. On parle beaucoup de musique, mais effectivement, au sport. Alors la musique, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. On parle parfois de peinture ou de dessin, parce qu'un certain nombre de déportés ont dessiné ou ont peint, mais le sport. Il se trouve qu'à Auschwitz, le commandant adorait le sport, notamment la boxe. Et donc il y avait des matchs de boxe, il y avait une vraie salle de boxe, il y avait une salle d'entraînement. C'est un peu l'équivalent des combats de gladiateurs, c'est-à-dire des juifs boxeurs. Il y avait beaucoup de champions, beaucoup de champions juifs de la boxe, comme dans toute l'Europe, en Pologne, en Hongrie ou ailleurs, qui étaient là à Auschwitz, mais qui étaient sous-alimentés et qui devaient se battre contre des boxeurs SS qui, eux, étaient en pleine forme. Donc, il y avait cette chose-là. Et vous parlez des humiliations. En 2 mots, Nakache, dès qu'il est arrivé sur la rampe, à gauche, sa femme et leur fille, et à droite, lui. C'est la dernière image qu'il a eue d'elle. Il ne le savait pas. Il l'a découvert au retour. Ils l'ont tout de suite reconnu, parce qu'il était très connu, ses photos étaient dans toute la presse allemande. Il était celui qui avait humilié les Allemands, parce qu'il avait dit « on va aux Jeux Olympiques de Berlin, pas pour gagner, c'est les Américains et les Japonais les meilleurs à l'époque. On y va pour empêcher les Allemands de monter sur le podium. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et à chaque fois qu'il y avait des rencontres France-Allemagne, à partir de 1933 bien sûr, sur le podium, on voit les photos, les Allemands font s'ils raillent, ils tendent le bras, et les Français restent droits, et Nakache est le seul qui baisse la tête. Et ça, ils n'ont pas oublié. Donc dès qu'il est arrivé, l'officier qui faisait le tri a dit « Nakache, à droite ». Ils se sont bien occupés de lui, ils ont fait porter des rails et du ciment toute la journée. Ça a duré plusieurs mois. Et un jour, il est convoqué, on lui dit « Vous êtes convoqué à Monowitz ». Monowitz, c'est Auschwitz III. Auschwitz I, Auschwitz II, c'est Birkenau. Auschwitz III, c'est là où il y a la construction de l'usine Buna. C'est là où il y avait Primo Levi, le chimiste. Il ne comprend pas pourquoi on va le convoquer là-bas. Il dit « Mais Buna, moi je ne suis pas électricien, je ne suis pas maçon, je ne suis pas tout ça, je suis pas vous ne discutez pas, on vous convoque là-bas. » Et une fois qu'il est là-bas, il est reçu par le responsable de l'hôpital des déportés, enfin l'hôpital, le Révier, c'est-à-dire une infirmerie où il y a quelques bouts de sparadrap, enfin il n'y a pas grand-chose. Docteur, professeur Robert Weitz, éminent professeur de médecine de l'université de Strasbourg, juif bien sûr, son adjoint Georges Wellers, qu'on a bien connu par la suite, qui était biochimiste, et une quinzaine de jeunes médecins ou internes en médecine dans le civil qui se sont retrouvés là. Et Nakache dit « Je ne comprends pas, vous voulez me faire entrer dans votre équipe, mais je suis totalement incompétent. » Et là, le docteur Weitz lui explique, lui dit « Écoutez, ici, on ne peut pas soigner tout le monde. Nous aussi, on sélectionne. Comme les SS sélectionnent, ben nous aussi, on n'a pas le choix. On soigne ceux qui ont une chance de s'en tirer. Les autres, on les aide. On les aide, et pas plus que ça. Alors, vous connaissez le corps des hommes, vous êtes un sportif, vous serez le masseur kiné du Révier. Vous allez soulager leur douleur. Il faut imaginer le corps des gens en question. Je vous rappelle juste que Nakache lui-même, qui est un athlète de très haut niveau,
est arrivé à Auschwitz, il pesait 85 kg de muscles. Au moment de la marche de la mort, il pesait 41 kg. Bon. Après, à Buchenwald, qui lui est apparu comme le paradis à côté, il a repris un petit peu. Enfin, j'ai une photo de lui à Buchenwald, il a des épaules comme ça, au moment de la libération du camp. Bref, il est le masseur qui naît de... Et quand il y aura la marche de la mort, il va se retrouver à Buchenwald, et là, la même équipe va lui dire, ben, on continue, et vous ferez la même chose. Donc il a passé 18 mois, pratiquement, à masser et à soulager la douleur et la souffrance de ceux qui n'avaient pas de grande chance de survivre, même si certains ont survécu. On a donc parlé de la marche allemande, de son retour, après la libération des camps. Je voudrais qu'on revienne sur le personnage de Cartonnet, qui est une manière pour vous de parler de la collaboration aussi. Si je le revois, je le tue. C'est la première phrase, je crois, ou presque oui, je crois que c'est la première phrase du roman. Vous l'écrivez à plusieurs reprises. Vous vous posez quand même la question de savoir si c'est vraiment le salaud qui a dénoncé Nakache. Vous faites l'enquête. Et une enquête sérieuse, fouillée, qui vous emmène à Rome et dans plusieurs endroits. Dites-nous un petit peu quelques mots sur ce travail de recherche. Quand il était à Buchenwald, dès qu'il est arrivé, ses amis de la résistance qu'il a retrouvés lui ont dit, tu vois, ce grand cahier, tout nouvel arrivant, remplit une page ou deux, ce qu'il veut, et il écrit ses impressions. Et Nakache, c'est la seule trace écrite de son écriture que j'ai lue, a rempli 2 pages, dans lesquelles il dit, j'arrive d'Auschwitz, c'était l'horreur, etc. Il dit d'ailleurs des choses terribles. Il dit la solidarité entre juifs, c'est pas ce qu'on croit. Il ajoute nous avons été méprisés par nos camarades ashkénazes qui faisaient exprès de parler yiddish entre eux pour pas qu'on comprenne. Bon, c'est écrit ça, de sa main. Et écrit à Buchenwald. Et puis il ajoute mais si nous sommes là, ma fille, ma femme et moi, c'est à cause de Jacques Cartonnet, il n'emportera pas au paradis. Donc, de là-bas, il accuse son délateur. Moi, j'ai repris tout le dossier de justice, le dossier de police. À la Libération, il y a eu un procès Cartonnet par contumace, parce qu'il avait été à Sigmaringen, après dans les couvents italiens, et après on a perdu sa trace. Et donc, il a été condamné à mort par contumace, pas seulement, déjà, pour avoir dénoncé Nakache, mais pour en avoir dénoncé d'autres, parce qu'on a retrouvé dans son dossier, il y avait une carte d'agent de la Gestapo toulousaine, et il était un agent de renseignement, il a vendu beaucoup de gens. Peut-être un réseau, on ne sait pas. En tout cas, il était condamné à mort par contumace. Il n'est jamais rentré en France. Il aurait été exécuté s'il était rentré avant l'amnistie de 1952. Alors, par rapport à une question que vous m'avez posée au tout début, sur la résilience, le mot résilience, je ne l'emploie jamais dans mon livre. Ce serait anachronique. Personne ne parlait de résilience à l'époque. La première fois que j'ai vu le mot en français, c'est dans le journal de Paul Claudel, un poète, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Paul Claudel, aux États-Unis en 1929, était là-bas, il était diplomate, il a vu des gens se jeter par la fenêtre, des hommes d'affaires, la crise de 29, l'horreur, et il dit, certains, beaucoup ont été gravement blessés, malades, etc., mais ils sont revenus à la vie, ils ont refait fortune, avec une capacité à renaître extraordinaire. Les Américains appellent ça, d'un mot qui n'existe pas en français, resiliency. C'est ce qu'il écrit dans son journal. La résilience a été conceptualisée par des médecins américains dans les années 60. Et c'est Boris Cyrulnik qui a repris tout ça pour populariser la notion, le concept et la maladie. Moi, ce qui m'a intéressé, donc sans parler de résilience, parce que la résilience, c'est rebondir. Je ne me voyais pas utiliser le mot de rebondir pour Nakache à son retour des camps. Il rentre des camps, il rentre à Toulouse, il est accueilli dans une famille de nageurs, les Jani, qui sont comme des pères pour lui. Plusieurs de ses frères viennent de Constantine et restent avec lui.
Pour lui remonter le moral, pour le tenir, tous les matins, il va avec un de ses frères à la gare Matabio, en espérant que sa femme et sa fille vont revenir. Ça dure 8 jours. C'est en septembre 1945. Et là, l'un de ses frères lui dit, écoute, l'hôtel du Tessia a fermé. Donc plus personne ne va revenir. Et c'est là qu'il découvre que sa femme et sa fille ont été gazées le premier jour. Et c'est là que moi, je découvre ce que je subodorais, mais qui a été depuis étayé par les historiens, contredisez-moi si jamais je me trompe, 90% des personnes qui ont été déportées à Auschwitz n'y sont jamais entrées. Elles ont été éliminées dans les 2 premières heures à l'entrée. C'est ça. Et ça, cette sélection et qui aboutit tout de suite au gazage et au faux crématoire. Dans les 2 heures, c'est 90% des déportés. Cette propension, au lendemain de la guerre, à maintenir le haut niveau, et vous n'avez pas, on a parlé à l'instant du terme de rebond. Moi, j'avais eu, quand je faisais du violon, un professeur de violon, des Vierly, d'heureuse mémoire, qui, avec les lois ariennes, avait été viré du Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Il était rentré à l'âge de 13 ans. Après-guerre, on va lui demander de repasser le concours et il va réussir à y rentrer. Donc c'est une faculté à maintenir un haut niveau malgré les affres de la Shoah. Oui, mais cette faculté, elle n'est pas évidente, parce que si en plus de la Shoah, vous apprenez que votre femme et votre fille ont été gazées dès le premier jour, c'est le monde qui s'écroule. J'ai essayé de me mettre à sa place, comme si c'était possible, enfin quand même, c'est le monde qui s'écroule. Donc là, à la gare Matabio, son monde s'écroule. Il est dans ce qu'on peut appeler communément une dépression, il est dans un trou noir. Et chacun essaye de sortir de là, ça prend des mois. Jusqu'à ce que son entraîneur, à Blandinville, un soir, lui dise « Alfred, on va arrêter de t'embêter avec tout ça. On va plus te harceler, on va plus rien te dire. Sache une chose, si tu viens pas demain à la piscine pour reprendre l'entraînement comme avant la guerre, 6 heures par jour, tu es mort pour la natation, mais tu es même un peu mort pour la société. Donc, c'est entre tes mains. À toi de jouer, mais nous, on ne dit plus rien. » Qu'est-ce qui s'est passé dans cette nuit de feu pour Alfred Nakache? J'en sais rien. J'étais pas là et personne n'était là. Tout ce que je sais, c'est que le lendemain, lui qui disait à son entraîneur « Je ne peux pas revenir. Je ne peux pas revenir parce que j'ai trop honte. J'ai un corps de petit garçon. » Qu'est-ce qu'ils vont dire les jeunes majeurs? C'est ça votre Nakache dont vous nous avez parlé pendant des années? Mais c'est rien, Nakache. Et effectivement, il avait un corps de petit garçon. Il dit « J'ai trop honte. Je ne sais pas si je pourrais. » Le lendemain, il retourne à la piscine. Il reprend l'entraînement 6 heures par jour, parfois même 8 heures par jour. 6 mois après, il est champion de France. 1 an après, il est champion d'Europe. 3 ans après, il est sélectionné pour les Jeux Olympiques. Et quand il est sélectionné, il dit à son entraîneur « Merci beaucoup. Je vais tenter le relais. Mais si j'y vais, c'est pas pour gagner. En face de nous, il y a des Américains de 18 ans. Moi, j'ai 32 ans, j'ai vécu des choses, voilà. 32 ans pour un nageur, c'est vieux. Les Américains, ils se sont entraînés pendant toute la guerre dans des piscines chauffées. Nous, les maisons n'étaient pas chauffées. Comment les piscines auraient pu être chauffées? Parce que l'entraînement, il faut une température. Hein. On ne peut pas s'entraîner dans une piscine glacée. Donc, il dit, c'est pas pour gagner, mais c'est pour être là, parce que notre présence aux Jeux Olympiques de Londres, c'est une façon de dire au monde, Hitler a perdu. En tout cas, cette magnifique leçon de vie, avec cette phrase que vous mettez en exergue, tenir, se tenir, résister, viser toujours l'excellence que nous donne à la fois Alfred Nakache et Pierre Assouline. Je voudrais juste terminer en lisant encore une fois un petit extrait, parce que ça donne une idée de la manière dont ce livre est reçu, et ça vous donnera peut-être envie de le lire, avec un sens du détail qui nous en apprend encore à chaque page sur ces terribles années 30 et 40, en particulier sur la France antisémite, sur les enjeux politiques des Jeux Olympiques de Berlin, sur l'inconcevable réalité des camps de concentration. Pierre Assouline rend un hommage aussi saisissant que bouleversant à cet homme hors du commun, si injustement oublié, qui nous donne un récit aussi réaliste
que poignant. Si vous ne l'avez pas encore lu, précipitez-vous sur ce livre. Merci infiniment, Pierre Assouline. Félicitations, cher Pierre Assouline. En tout cas, moi j'ai la réponse finalement à la question que je me posais. Pourquoi vous passez de sujets différents à d'autres sujets différents comme Golem, Retour à Séfarad? C'est peut-être parce que vous devez tout au sport, c'est ce que vous avez dit dans la presse, dans Le Monde en 2016. Je dis ça dans des journaux, mais je ne dis pas à des étudiants à Sciences Po. Si je leur dis je dois davantage au sport qu'aux études, ils vont me dire ciao, ils vont tous partir. Mais c'est vrai que je dois l'esprit, et tout ce que je fais, c'est par l'esprit. Et je dois plus au sport en général, à l'aviron et au judo en particulier. Bravo et merci. Est-ce qu'il y a des questions avant que Pierre Assouline vous propose de signer à côté le livre? Non, bah écoutez, merci beaucoup. On va se mettre à côté parce que si on doit débarrasser. Il y a encore des gens qui n'ont pas encore pris le temps de prendre le livre.